si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez pris une bonne résolution pour la nouvelle année, et que vous êtes dit qu'il serait temps enfin de transformer ce rêve que vous avez d'écrire en une réalité tangible et qui se traduit par plein de pages écrites et peut-être un livre au bout d'un certain temps. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça ce soir, parce que finalement, c'est pas si simple que ça. On se dit, a priori, si quelqu'un veut écrire, il n'y a pas beaucoup de choses entre lui et un traitement de texte. C'est assez, ça paraît assez simple, mais finalement, et pour avoir vécu cette difficile mise en pratique d'une velléité, parce que pour l'instant, c'est surtout une velléité à ce stade. Il y a plein de petites choses intéressantes à mettre en pratique pour se forcer quand au départ on manque, on n'a pas une volonté encore très forte, une passion encore très, très présente dans sa vie, pour essayer de progressivement prendre de plus en plus de temps sur son emploi du temps personnel pour l'écriture, que ce soit une sorte de rendez-vous quotidien ou en tout cas hebdomadaire, pour que progressivement une certaine régularité de la pratique vous permette d'une part de progresser et d'autre part de transformer ce qui était au départ comme ça un doux rêve en une passion qui a une part très importante dans votre vie. Parce que je pars du principe que la littérature est une passion et si on n'écrit pas avec passion, faites autre chose, ça évitera plein de problèmes par la suite. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thibaut Malfoy, je suis écrivain et depuis la publication de mon premier roman il y a quelques années, j'accompagne les personnes de bonne volonté et je les aide à écrire de meilleurs livres ou je les aide à écrire leur premier livre quand c'est le premier livre. Je suis en train d'écrire un essai sur la littérature qui s'appelle Contreforme. Vous pouvez voir à l'écran l'URL du site où j'ai commencé à mettre quelques extraits du livre que je suis toujours en train d'écrire. Et sur ce site, il y a une newsletter que je tiens de manière hebdomadaire, entre autres, pour maintenir une saine pratique de l'écriture et forcer ma procrastination et mon perfectionnisme et peut-être m'aider à plus de souplesse et être un peu moins comme le protagoniste de la nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, le peintre Fraunhofer, qui, à force de vouloir dessiner ou peindre le tableau parfait, meurt de découragement et n'a jamais peint qu'un tout petit détail de son chef-d'œuvre qui du coup sera inconnu puisqu'il ne sortira jamais. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire passer dans mes conférences comme celle-ci. C'est qu'au départ, bien sûr que ce que vous allez écrire ne sera pas un chef-d'œuvre et c'est pour ça qu'on écrit, c'est qu'on écrit vers une certaine idée de la perfection, vers un certain idéal, mais c'est pas parce que on commence pas à ce niveau d'exigence et de qualité que vous devez ne jamais écrire, parce que sinon, s'il n'y a rien qui initie ce cheminement vers le talent et peut-être vers des chefs-d'œuvre, ben voilà, vous n'allez jamais écrire et vous allez vous morfondre dans une velléité qui ne se transformera jamais réellement en littérature. Donc, premier conseil, tenez un calendrier de vos séances d'écriture, et c'est le seul vraiment à retenir pour ce soir, donc notez-le, et si vous avez un match de foot à regarder, allez regarder, parce que c'est en fait le seul truc vraiment pratique qui fonctionne, en tout cas pour moi, c'est prenez un calendrier, même le calendrier des pompiers ou je sais pas quoi, et cochez les jours où vous écrivez. Et si vous voulez encore plus raffiner le système, c'est utiliser un système de couleurs, un dégradé de couleurs, mettons du vert très pâle au vert très intense, qui monte la longueur de vos séances d'écriture
ou si vous êtes encore plus en recherche d'optimal, non pas la durée de vos séances d'écriture, mais le résultat de ces séances d'écriture, à savoir le nombre de signes, de mots, le nombre de pages que vous avez produites durant ces séances. Parce qu'à un moment, au départ, ça va être laborieux, au départ, ça va être un jour par semaine ou deux jours volés par-ci par-là, parce que vous avez plein de choses à faire, et je vous comprends, on est tous dans cette même situation. Et c'est pas parce que vous avez des choses à faire à côté de l'écriture que c'est un prétexte que vous devez avoir pour ne pas écrire. Et à un moment, à force de voir sur votre calendrier la succession des jours cochés ou assurés d'une certaine couleur, ça va créer une sorte de boucle positive, et vous allez à un moment chercher à ne pas rompre la succession des jours d'écriture dans une sorte de défi personnel. Et je trouve ça psychologiquement assez efficace, donc n'hésitez pas. Et ensuite, et donc ça c'est pour vous forcer à une certaine périodicité. Et ensuite, pour augmenter tenir cette périodicité d'une part et augmenter la fréquence de cette périodicité, faites-vous lire. Faites-vous lire par n'importe qui. Écoutez ou pas les retours éventuels que vous pouvez avoir de ces lectures, parce que tout le monde n'est pas fait pour vous lire et tout le monde n'est pas doué pour la lecture. Donc, si vous demandez à votre meilleur ami qui a jamais lu un livre de sa vie, à part le vôtre, son avis est peut-être pas le plus pertinent qui existe, mais faites-vous lire. Et c'est pour ça que je tiens une newsletter, et c'est pour ça que je vous encourage à tenir une newsletter ou à tenir un blog ou toute forme de publication semi-amateur qui encourage une confrontation avec vos futurs lecteurs, parce qu'à un moment, de la même manière que tenir un calendrier de vos séances d'écriture vous auto-stimule dans la régularité de votre pratique, savoir que à l'extérieur de votre chambre, vous vous enfermez tous les soirs pour écrire, il y a quelqu'un qui attend votre newsletter ou qui attend de lire le dernier billet de votre blog, et ben mine de rien, c'est quand même quelque chose, et ça peut être 10 personnes ou 100 personnes, c'est déjà ça, et une fois que vous aurez un manuscrit publiable par un éditeur traditionnel ou toute autre forme de publication, vous aurez des gens à contacter pour dire « Eh oh, j'ai ce truc là qui sort, ça s'appelle un roman, voilà où tu peux le lire. » Et c'est pas mal dans une économie de plus en plus saturée de choses à lire et de choses à voir, que d'avoir, au moment où on sort un ouvrage, une petite communauté pour initier le bouche à oreille et pour vous réconforter quand vous découvrirez la triste vérité. C'est que quand on publie un livre, tout le monde s'en fout. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle la promotion du livre doit commencer bien avant sa publication et bien avant la fin de sa rédaction. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres manières. Je pense à la newsletter, je pense au blog, parce que c'est les supports que j'utilise pour me confronter comme ça à de vrais lecteurs. On peut penser au podcast, qui est une autre manière de se faire lire, plutôt écouter. YouTube, par exemple. Voilà, il y a plein de choses maintenant, profitez-en, c'est pas très compliqué. Si j'arrive à tenir une chaîne YouTube, tout le monde peut le faire, je vous assure. Voilà. Le troisième conseil, c'est n'écrivez pas un livre dès le départ de votre tentative de devenir écrivain, mais contentez-vous d'écrire. Parce que moi, j'en ai un peu marre qu'on m'appelle à la rescousse après la fin de l'écriture d'une tétralogie de science-fiction d'après la fin du monde, avec 36 000 planètes et 20 royaumes qui se disputent le pouvoir, alors que chaque page de ces 3000 pages est mal écrite, avec des personnages inconsistants et incohérents. Donc
au départ, ne cherchez pas à faire compliqué, ne cherchez pas à réinventer la littérature, parce que ça ne se réinvente pas comme ça dès la première ligne écrite, d'autant plus si vous n'avez pas forcément une longue pratique de l'écriture, une longue familiarité avec la littérature. Et c'est pas grave, hein, y a plein de gens qui se mettent tardivement à la littérature et pour autant arrivent à produire quelque chose de personnel, d'original, de qualité, parce que justement, ils découvrent ça d'un œil neuf avec la maturité qu'on n'a pas forcément quand on commence à lire sérieusement, mettons à 10, 15, 20 ans, ça dépend des gens. Donc contentez-vous d'écrire et voilà, prenez un cahier Moleskine ou toute autre forme tout autre support d'écriture ou un bête fichier Word et prenez des notes sur ce que vous voyez, sur ce que vous ressentez, pour en fait non pas écrire dans la perspective d'une publication, mais écrire pour mûrir votre sensibilité, vos goûts littéraires, votre personnalité, savoir ce qui en vous a plus de résonance émotionnelle, savoir ce qui pose problème, là où sont les conflits, parce qu'on a tous des failles, des faiblesses, et c'est surtout ça en fait qui forme la personnalité, la sensibilité d'un auteur. On n'est jamais meilleur que quand on écrit sur ses propres conflits, d'une manière fictionnelle ou pas. Vous n'êtes pas obligé de nous faire des confessions barbantes, mais on écrit toujours à partir d'un noyau dur de sentiments conflictuels, de souvenirs, d'expériences, et c'est bien de tenir comme ça le compte régulièrement de ce qui, voilà, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans votre vie, c'est intéressant d'y réfléchir et d'écrire dessus, parce que d'une part, peut-être que ça vous aidera à faire le tour de la question et à dépasser le conflit, et c'est surtout une source de matériaux pour des idées de personnages, des idées de situation, des idées d'intrigues. Les intrigues sont toujours à l'origine un conflit entre un personnage et sa famille, entre un personnage et la société, entre un personnage et lui-même. Et la source de conflit première d'un écrivain, c'est lui-même ou le cercle très proche, très intime de sa famille et de ses amis. Donc travailler l'écriture comme un support à l'observation et à l'introspection. C'est vraiment les deux sources de recrutement de petites choses qui vont nourrir ensuite votre production littéraire. Et pas plus tard on est quoi, lundi? Pas plus tard qu'hier, je travaillais à la terrasse d'un café avec une de mes élèves et j'étais fasciné par l'engueulade d'un couple derrière moi que je ne voyais pas. Et j'adore les engueulades aux terrasses des cafés parce que c'est toujours ça monte toujours très, très haut alors qu'on essaye de travailler à côté. Et la donnée intéressante que j'ai retenue, alors que je ne les connaissais pas et que je ne comprenais pas pourquoi ils s'engueulaient, c'est qu'à un moment, ils parlaient en français, à un moment, ils ont passé à l'anglais. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'imagine que l'anglais est la langue maternelle d'une des personnes. Et quand on est en proie à une très forte émotion, spontanément, nous viennent les mots de notre langue maternelle, de la même manière qu'on a beaucoup de mal à compter ou à manipuler les chiffres dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et là, voilà, quand on est énervé, emporté, on repasse à la langue maternelle. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant pour voilà, une future scène, d'une interaction vive entre deux personnes. Et au lieu, comme tout mauvais écrivain, de dire au lecteur voilà ce qu'il faut comprendre de la scène, les deux personnes sont énervées parce que l'une est jalouse ou je sais pas quoi, et ben pour montrer cet énervement sans l'expliquer et le nommer, c'est beaucoup plus efficace de tout d'un coup, il faut du coup que l'un des deux personnages au moins, soit d'une autre langue ou soit bilingue et il passe à l'autre langue. Voilà, fin de la parenthèse, fin de l'anecdote. Donc
écrivez ça, au moins, si vous n'avez pas d'idée de roman, de tétralogie, de science-fiction, notez ces petites choses, réfléchissez sur, je sais pas moi, votre sentiment d'insécurité, votre complexe d'imposteur, et essayez de voir comment il se manifeste et quels petits détails vous pouvez noter pour nourrir un personnage de fiction qui a les mêmes problèmes. Notez des images littéraires qui vous viennent à l'esprit. Notez toutes les petites choses que vous voyez dans le quotidien. L'essentiel sera acheté, mais il y aura toujours dans cette masse informe de données collectées quelque chose de pertinent. Et faut que j'arrête de parler. Bon, enfin, et au fur et à mesure que vous écrivez, vous allez remarquer que certains thèmes se dégagent, certaines choses sont récurrentes, que en feuilletant les premières pages, vous allez vraiment vous rendre compte à quel point vous écriviez mal, et que au fur et à mesure, la fréquence de clichés a tendance à diminuer, vous avez plus de facilité à formuler vos pensées, vos émotions. Tout ça va vous permettre de mûrir votre sensibilité, et c'est une très saine pratique qu'on devrait encourager. Ne vous jugez pas, voilà. C'est très dur de s'estimer en tant qu'écrivain. Et c'est pour ça que je vous encourage à vous reposer, à vous baser sur des données objectives comme les clichés. Les clichés, c'est objectif, c'est une image littéraire qui, à force d'être utilisée, on a perdu tout pouvoir évocateur et poétique, et donc ne sert à rien foncièrement. Et comme la langue du quotidien n'est faite que de clichés, quand on se met à écrire au départ, et si on n'y prend pas garde pendant très longtemps, on n'écrit qu'avec des clichés. C'est pour ça que 99% des manuscrits sont refusés par les éditeurs, c'est parce qu'ils sont mal écrits. C'est pas parce que l'éditeur est paresseux et a oublié de vous lire. Donc, n'essayez pas de vous demander, après une séance d'écriture, après une journée d'écriture, si ce que vous avez écrit a une quelconque portée littéraire ou un quelconque intérêt. C'est pas le but à ce moment-là de votre démarche. Le but, c'est de comprendre comment arriver à l'étape suivante, qui est une écriture plus qualitative. Et il y a toujours une étape suivante. C'est pour ça que moi, je suis jamais satisfait de ce que j'écris, et ça m'empêche pas d'écrire. Si je vais attendre le moment utopique où je serai satisfait de ce que je fais, ben je ferai jamais rien de ma vie. Et je ne vous souhaite pas cela, parce que c'est très frustrant quand on arrive à la retraite de voir que tous nos rêves ne se sont pas réalisés comme prévu. Et de toute manière, au-delà des données objectives et factuelles, des défauts factuels d'un mauvais texte, les clichés, les explications inutiles, éventuellement, et ça c'est un peu plus délicat à juger, des problèmes de rythme et de sonorité des phrases. Et ça demande une petite oreille, ça demande un peu plus de pratique, donc bon, vous en préoccupez pas pour le moment. Mais c'est très dur de savoir le soir, après avoir envoyé sa newsletter, si ça va changer quoi que ce soit à la littérature. Et c'est pas grave. Ça demande du temps, du recul. Personne ne l'a à ce moment-là. Et ça ne doit pas vous empêcher de continuer. Donc ça, c'est un peu... de toute façon, toute démarche artistique nécessite une certaine foi. Ça amène des doutes, mais ça amène aussi une foi. On se dit, d'une certaine manière, si je continue comme ça, avec une volonté inflexible, une certaine insatisfaction qui est une qualité quand on écrit, c'est ça qui va nous forcer à aller plus loin, à chercher à nous améliorer, et à ne pas nous contenter des clichés qui viennent dès qu'on se met à écrire. Voilà, c'est une bonne chose.
et accepter vos contraintes. C'est pas parce que vous avez des contraintes que ça doit vous empêcher d'écrire. Euh, Justement, il y a beaucoup d'écrivains qui ont profité de ces contraintes-là, des données factuelles de leur vie, de leur emploi du temps compliqué, des enfants à gérer, de la nounou, du travail qui paye le loyer mais qui empêche d'écrire, mais qui laisse quand même 15 minutes tous les soirs pour prendre des notes. Il y a des écrivains qui ont réussi à faire tout ça en même temps, ne serait-ce que Raymond Carver, qui écrivait, voilà, il a eu ses enfants très tôt, il a dû avoir plein de petits boulots pour payer le loyer et faire vivre sa petite famille. Et du coup, il avait très peu de temps pour écrire. Et du coup, il s'est arrangé pour inventer des histoires qui pouvaient finir en 1 ou 2 séances d'écriture. Et ça, ce genre de démarche est très fine et très maligne parce que il s'est pas dit de manière j'ai raté ma vie, j'aurai jamais le temps d'écrire le grand roman américain que tout le monde attend de moi. Il a fait son truc, il a fait avec ses contraintes et du coup il est resté dans les annales de la littérature. Voilà, essayez de penser comme ça plutôt que de vous dire hypothétiquement de rêver à votre emploi du temps idéal d'écrivain qui sera jamais effectif et réalisable parce qu'il y aura toujours des contraintes intempestives qui surviennent et il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à savoir quelles contraintes respecter, quelles contraintes ignorer pour ménager le temps nécessaire à la production de la littérature que vous voulez écrire. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant au fur et à mesure que vous progressez, et pourtant vous progressez. Alors ça paraît très contre-intuitif, parce qu'au départ, on peut se dire, c'est normal que j'y arrive pas, et au fur et à mesure, ça sera plus simple. En fait, c'est l'inverse. Au départ, vous aurez plus de chances de surestimer vos compétences. C'est pour ça qu'on a tellement de manuscrits mauvais qui nous arrivent sous les yeux. Et au fur et à mesure, vous allez devenir plus compétent et du coup, en ayant davantage le sentiment de la difficulté de la tâche, vous allez avoir tendance à vous sous-estimer. Et il y a même un nom très savant de cet effet que 2 scientifiques américains de psychologie comportementale ont donné. C'est en gros les personnes incompétentes ont tendance à sous-estimer leur incompétence et les personnes très compétentes ont tendance à sous-estimer leur hypercompétence. Et du coup, au départ, quand on commence, on a la confiance trop haut par rapport à notre savoir-faire à ce moment-là. Et dès qu'on commence à vraiment se mettre au travail, la confiance chute, jusqu'à ce que vous touchiez le fond et que, en touchant le fond, vous soyez confronté à votre propre faiblesse par rapport à l'écriture. Et vous allez vous rendre compte de plein de choses qui ne vont pas. Et progressivement, vous allez vous améliorer, vous allez travailler ces difficultés et ces choses qui restent à améliorer. Et progressivement, la confiance à ce moment-là va revenir, mais elle ne va jamais culminer au sommet duquel vous partez. Et c'est une bonne chose parce que la confiance est nécessaire pour continuer l'effort, parce que s'il n'y a que le doute, et ben vous découragez, vous arrêtez. Et c'est là où vos lecteurs qui attendent votre newsletter, qui attendent votre dernier billet de blog, ont leur rôle à jouer. Parce que c'est ça, un moment dans le doute, qui va vous pousser à continuer. Et la confiance, à côté de ce doute, est nécessaire pour justement lisser un peu les montagnes russes émotionnelles entre le jour où vous prenez pour un génie et le suivant où vous prenez pour le dernier des ratés. Ça arrive à tout le monde, moi le premier. Donc voilà. C'est pas parce que vous avez l'impression que plus vous écrivez et moins bien vous écrivez que c'est pas pourtant que vous ne progressez pas en fait.
c'est normal que au départ, vous aurez l'impression d'écrire de moins, enfin, de patauger de plus en plus, si vous me passez ce cliché, parce que vous êtes en pleine métamorphose et que c'est pas facile, il faut laisser de côté les mauvaises habitudes avec lesquelles on commence, et le temps que les bonnes habitudes s'installent par une pratique régulière et périodique de l'écriture, il y a cette période de latence qui est très pénible et qu'il faut néanmoins surmonter. Et il y a que voilà, cette pratique régulière et un peu un moment qui ne tient que par la foi que vous avez en un futur meilleur pour vous, qui peut voilà, vous permettre de progresser. Et à un moment, quand vous atteindrez cet état nouveau où vous serez beaucoup plus en maîtrise de votre style, de ce que vous voulez faire avec la littérature, de votre ton, de votre voix, de votre regard, de la manière dont vous approchez les grandes problématiques universelles de la condition humaine. Et là, c'est à ce moment-là où vous pouvez revoir l'ordre de vos priorités et non plus accepter vos contraintes, mais repousser ou revoir vos contraintes. Et là, c'est à ce moment-là où quelque chose qui était jusqu'à fort récemment une velléité ou un vœu pieux de devenir écrivain, vire à l'obsession, vire à la passion. Et là, tout d'un coup, les renoncements qui jusqu'à présent étaient ressentis, voilà, on renonce à voir des amis, on renonce à aller au cinéma, on renonce à je sais pas quoi pour écrire, et là, tout d'un coup, le renoncement est inversé, et c'est quand on n'écrit pas qu'on a l'impression de renoncer à sa vocation d'écrivain, et là, vous trouvez tous les prétextes pour ne plus voir vos amis, pour moins travailler, ou partir plus tôt du travail, pour être obsédé par votre histoire, votre projet en cours, et du coup devenir un peu distrait pour tout le reste, et c'est bon signe. C'est pas, alors peut-être que vos proches peuvent vous en vouloir, et c'est pas grave, ils devront vivre avec. Et c'est pour ça que les écrivains sont rarement de bons compagnons, c'est qu'ils sont très distraits. Et une fois que vous arrivez à cet état-là, méfiez-vous de la routine, parce que à un moment, la routine devient trop confortable, et il faut un peu se remettre en cause, se dire, bah voilà, là, ça fait 1 an que je suis sur cette formule-là, sur ce style-là, sur cette régularité-là. Est-ce que je peux aller au-delà? Est-ce que je peux changer? Est-ce que j'ai pas fait le tour de la question? Est-ce que je suis pas en train de me répéter? Est-ce que j'ai pas changé entre-temps? Est-ce que finalement, cette thématique que je pensais être très importante, pour moi, j'ai pas trouvé autre chose, ou j'ai pas trouvé quelque chose de plus profond, de plus vaste. Revoyez constamment vos acquis, vos certitudes, pour constamment mettre la barre plus haute, aller plus loin, et voilà. Il n'y a pas de limite envisageable, à part l'ambition de ce que vous voulez entreprendre avec cet ensemble de mots qui finira par faire une œuvre. Et pour finir, ce sera mon dernier point, mais il est important, peu importe la méthode, vraiment, tant que ça marche pour vous. Hier, il y a quelqu'un qui a répondu à ma newsletter en me demandant si une pratique du jeu de rôle sur un site de chat pouvait aider à voilà, le mûrissement du talent et améliorer sa pratique et son niveau d'écriture. En gros, j'en sais rien, puisque je n'ai pas cette pratique, donc je ne vais pas vous conseiller quelque chose pourquoi j'ai aucune expérience. Mais après, il faut apprendre à évaluer ses propres méthodes, ne pas évaluer son propre niveau d'écriture à part les données objectives, mais évaluer
sa propre méthode. Et si au bout de X semaines, X mois, vous vous rendez compte que vous écrivez, que cette méthode-là fonctionne pas parce que vous écrivez pas, parce que vous avez du mal à vous y mettre, c'est peut-être que c'est pas fait pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'une pratique plus solitaire ou plus collaborative. Ça dépend vraiment des personnalités, je pense. Et il faut, de la même manière que pour trouver le matériau qui va constituer la base de votre œuvre, vous devez à un moment vous pencher sur vous et faire un travail d'introspection. Il faut aussi réfléchir à la manière dont la méthode que vous avez choisie réagit avec vous-même. Et si c'est vraiment le dernier des calvaires quand vous décidez de vous mettre à écrire en suivant telle ou telle méthode, changez. Si à un moment le minimum de plaisir attendu d'une pratique d'écriture n'est pas là, c'est que c'est pas fait pour vous. Et si vous, de la même manière, si vous avez décidé que votre prochain roman ou votre premier roman, ça va parler de ça, et que vous patinez sur les quelques premières pages de votre histoire, c'est que le sujet n'est pas fait pour vous, c'est que l'angle par lequel vous l'abordez n'est pas le bon, c'est que le style n'est pas le vôtre. Voilà. Si à un moment, malgré toute votre bonne volonté, votre acharnement à transformer votre rêve en réalité ne suffisent pas, c'est que vous vous trompez de rêve, vous vous trompez de méthode, vous vous trompez de sujet, vous vous trompez de matière. Et du coup, revenez autant que nécessaire à vous-même et faites le point, une sorte d'auto-analyse. Et si vous ne trouvez pas, testez de manière arbitraire telle méthode, tester, voilà, je vais essayer de voir si la régularité d'une newsletter fonctionne pour moi. Je vais essayer de voir si, je sais pas moi, écrire comme ça des billets sur Facebook d'instantané de mes émotions et de mon ressenti. Peut-être que ça va m'aider à trouver une forme fragmentaire qui convient bien à ce moment où je suis en train de me mettre à écrire. Voilà, essayez plein de choses. Ce qui est bien sur Internet, c'est que tout le monde se fout de ce que vous pouvez dire, donc c'est pas grave si vous plantez, c'est pas grave si vous écrivez mal, c'est pas grave si c'est pas bon et si vous n'avez pas trouvé dès le premier jour, dès la première phrase écrite, la forme future de votre œuvre, c'est pas grave. Il y a un moment, il faut apprendre à jouer et à se remettre en question, à innover, à bidouiller, à improviser aussi. Il y a plein de... et c'est pour ça que précédemment je vous disais, vous méfiez de la routine, c'est aussi ça. C'est méfiez-vous des choses comme ça qui viennent sans réfléchir, que vous faites de manière automatique sans vous demander à chaque fois si est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux écrire, cette manière précise que je vais écrire. Et c'est pour ça que ces automatismes-là, il faut constamment les remettre en cause, parce qu'on en a plein. Et les routines sont nécessaires pour se mettre à écrire, pour progresser et adopter la vie monacale de tout bon écrivain. Mais à un moment, à l'intérieur de cette répétition de ce mode de vie précis, il faut trouver des manières de susciter l'inattendu, de susciter des choses que vous envisagiez pas avant de vous mettre à écrire. Et c'est de cette sérendipité-là que vient souvent les meilleures trouvailles, les meilleures images littéraires, tout d'un coup une bifurcation inattendue dans votre histoire qui finalement est la bonne. Et même si elle vous oblige à réécrire 3 chapitres avant, c'est pas grave, parce que vous savez au plus profond de vous-même que c'est le truc en plus qui vous manquait pour faire de votre histoire intéressante une histoire passionnante. Toute cette sensibilité
à l'inattendu et aux bonnes trouvailles et aux heureuses trouvailles, il faut l'accepter et il faut remettre en question à chaque fois ce qu'on fait pour, je pense, progresser et être sûr à chaque fois que on est aligné entre ce qu'on fait et notre raison d'être. Parce que si vous écrivez, si vous faites quoi, quelle que soit votre activité, si vous la faites en traînant les pieds et en y allant à reculons, c'est normal que vous ne progressez pas. C'est normal que vous ne voulez pas écrire ou faire quoi que ce soit. Donc voilà, n'attendez pas le 31 décembre prochain pour remettre en question tout ce que vous allez planifier dans les jours à venir. Faites ça constamment et testez constamment, voir ce qui fonctionne avec vous, ce qui ne fonctionne pas. Et voilà. Je vous remercie. Avez-vous des questions, des doutes? Oui. Non, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a peut-être des réponses bêtes. Mais en fait, quand tu parles de la routine d'écriture, en fait, finalement, quand on écrit tous les jours, c'est presque, ça peut devenir un déversoir émotionnel par rapport à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent, etc. Si on se retrouve avec plein de cahiers comme ça, moi c'est mon cas par exemple, je me retrouve avec des papiers entiers et tout, mais qu'est-ce que j'en fais? Ça veut dire, l'écriture elle me sert à ça à la base, elle m'a servi à ça, elle peut me servir à ça, ou alors j'ai besoin d'écrire dans des moments comme ça. Après, ça se transforme pas, ça se transforme pas, ça veut dire c'est quelque chose d'allégeant, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est une très bonne question en fait. En effet, quand on écrit de manière régulière et un peu obsessionnelle, on amasse une certaine quantité de matière qui, pour la plupart, ne finira pas dans un livre ou dans votre œuvre. Mais parce qu'il y a plein de choses que vous notez, vous dites, c'est peut-être une bonne idée, une bonne métaphore comme ça qui me vient en tête, notons-la, on ne sait jamais. Et la plupart seront sans doute pas toujours pertinentes, voire mauvaises, et c'est normal. Il n'y a aucun écrivain qui écrit comme ça que des phrases magnifiques, et c'est pour ça que c'est pas grave. Il faut accepter que cette part de votre production soit imparfaite, soit chaotique, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, réfléchissez à ce que vous écrivez et essayez d'identifier dans ce chaos informe de bouts de phrases, de notations, de choses vues, de récits, d'anecdotes, d'engueulades à la table d'à côté dans un bar. Dites-vous, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mes intérêts, de mes fragilités, peut-être mes failles? Quel conflit m'intéresse? En quoi je me retrouve dans mon observation du monde? Qu'est-ce qui résonne en moi? Et c'est là, en fait, c'est ce genre de réflexion qui va vous permettre de trouver le vrai matériau de l'œuvre à venir, de vos romans, de vos essais, de vos poèmes, de tout ce que vous voulez, de vos pièces de théâtre, peu importe. Et ça peut vous donner des idées de personnages, tel comportement a priori bizarre ou paradoxal, vous dites ah oui mais en fait c'est parce que ceci ou cela, et tout d'un coup vous avez une idée de personnage, ou alors vous observez quelque chose de très petit, de très particulier, une parole, un tic, un geste intéressant, et vous dites ah oui mais ça
ça restitue une certaine manière de vivre, une certaine psychologie, un certain tempérament. Ça m'intéresse. Pourquoi, à la limite, peu importe. Mais voilà, d'une phrase sur 1000, vous allez sortir tout un roman. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de tenir comme ça des cahiers de notes. Ça va vous forcer à avoir des réflexes d'écrivain, de romancier. Parce que je parle surtout pour des romanciers ou des écrivains de fiction. C'est comment voir le monde comme un potentiel de fiction et comment savoir où regarder, comment, voilà. Et vous allez, par cette pratique, développer un filtre pour la réalité et isoler 99% de la réalité qui n'est que du bruit, du vide, de la répétition et des clichés, pour retenir que le dernier pourcent qui est constitué des petites choses intéressantes, des petites choses originales, des choses paradoxales qui en fait ne sont que des paradoxes apparents parce que ça, en se focalisant dessus, ça vous amène à une perception approfondie de la condition humaine ou de tout ce que vous voulez. Et c'est ça, en fait, le bénéfice majeur de ces multiples cahiers de notes qu'on peut entasser dans un tiroir. Et moi, en plus, comme je suis très désordonné, j'ai même pas de cahier, je note sur des feuilles volantes et je sais plus où les stocker, enfin, c'est l'horreur. Et à un moment, je me dis que ce qui est important restera en mémoire et je les note par acquis de conscience. Et parfois, ça revient, j'oublie et ça revient. Et quand on a oublié quelque chose et que tout d'un coup on y repense, c'est le signe que c'est intéressant et qu'il faut mettre ça quelque part dans un roman, dans un personnage secondaire d'une intrigue, parce que c'est un détail vrai, qui fait vrai et qui rend crédible un personnage. Voilà, moi, j'ai pas un théorème pour tout, j'ai pas une équation pour expliquer comment ça fonctionne, mais je sais que c'est utile. Voilà. Je sais pas si... Ouais, mais ça fait pas une histoire. Mais l'histoire, bah si en fait. Parce que sinon c'est une grande auto-analyse en fait. Non, pas forcément, parce que vous allez noter des choses, bien sûr, sur vous-même. Parce qu'on peut s'arrêter dans la rue et vite devoir être obligé de noter pour pas que ça parte. Ça arrive, c'est de la chance, mais ça arrive. Mais une bonne tournure de phrase ou un truc qu'on vient de voir, des trucs comme ça. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est j'ai l'impression que votre approche, elle est tellement intellectuelle, mais il y a aussi des écrivains qui ne sont pas forcément intellectuels comme ça. Ça veut dire qu'il faut écrire toc, et c'est tellement... il y a tellement de rythme parce qu'ils nous sentent qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'écrire. Sinon, ils iraient à l'asile ou je sais pas quoi, j'exagère. Oui, après, il y a des Kerouac et des écrivains comme ça qui ne réécrivaient pas ce qu'ils avaient écrit, et c'est comme ça, très automatique, d'un jet presque. Ce que vous ne voyez pas derrière cette pratique, c'est à quel point l'auteur qui écrit comme ça a intériorisé sa vision du monde, son regard, sa voix, pour en faire une seconde nature. Parce qu'on peut croire que en fait, le style, c'est quelque chose de très spontané et de très naturel. En fait, c'est très artificiel, mais au bon sens du terme, c'est très voulu, c'est inventé, c'est travaillé. Et les gens qui ont réussi comme ça, un peu comme Stendhal, il écrivait avec quelques clichés, mais Stendhal, et c'est pour ça qu'il écrivait avec des clichés, ne corrigeait très peu, en fait, corrigeait très peu. Et quand il essayait de corriger, c'était encore pire qu'avant, donc il a bien fait de peu se corriger. Mais Stendhal avait une telle conscience, parce qu'il était très égotiste, une telle conscience de sa sensibilité, de lui-même, de son rapport au monde et de ce qui coinçait entre lui et le monde, qu'il n'avait pas beaucoup besoin de se forcer pour transformer cette sensibilité en un roman.
Après, il y a sans doute des gens qui sont doués d'une virtuosité, d'une spontanéité qui ne sont pas la mienne. Et c'est pour ça que moi, je suis très lent en écrivant, que du coup, peut-être que j'intellectualise les choses pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et encore une fois, tant que ça marche, tant mieux. Moi, voilà, je ne peux que transmettre. Non, c'était pas. En fait, je disais pas ça par rapport à vous. Oui, bien sûr. Je disais ça en général, en fait. Et de toute façon, quand on écoute, les trois quarts, en fait, sont enlevés. Ils sont à jeter et c'est une bonne chose. Même plus que les trois quarts. J'ai essayé de rester optimiste, mais. Non, mais en effet. Non, mais c'est comme ça qu'on écrit bien. Et justement, les personnes qui progressent peu ou pas sont celles qui ont du mal à supprimer la moindre phrase qu'ils ont écrite. Et il faut apprendre à être sans pitié par rapport à sa propre prose ou à ses vers. Et il faut regarder ça avec un regard très analytique, avec beaucoup de sang-froid, et se demander si telle scène d'exposition a son intérêt pour la suite de l'histoire, si telle formulation, je ne pourrais pas la raccourcir parce que finalement c'est beaucoup de mots pour pas grand-chose, voire la supprimer carrément. Si ce personnage apporte quelque chose à l'intrigue, et justement, avec ma dernière séance de travail avec quelqu'un, il y avait un personnage on entrait dans l'histoire avec un personnage, et au bout d'un ou deux chapitres, il disparaissait. Et c'est comme ça que la personne a décidé de fusionner deux personnages, de deux personnages secondaires, en faire un personnage important pour le protagoniste. Et du coup, en plus, ça nous a permis de supprimer plein de faiblesses narratives, des coïncidences heureuses qui signent les paresses de scénaristes ou de romanciers, parce que à un moment, quand il y a un peu trop de coïncidences, ça devient peu crédible, parce qu'on s'est dit, mais ouais, ça me paraît un peu trop facile tout d'un coup. Et les bonnes solutions aux problèmes précis et concrets d'un écrivain sont celles qui, en même temps de résoudre tel problème, résolvent d'autres problèmes alentour. Et c'est pour ça que la meilleure manière d'écrire, c'est par soustraction, très peu par addition. Étant donné que quand on commence, surtout quand on commence à écrire, mais même après, on écrit beaucoup plus qu'on ne devrait, parce que on n'a pas cette capacité à condenser le sens qu'on veut transmettre à travers une situation, une histoire, des personnages, une scène. On n'a pas cette capacité de condensation. Du coup, on écrit, on fait beaucoup de blabla. Et c'est bien de savoir se raturer jusqu'à ce que vous ne conserviez que ce qui est nécessaire à la compréhension de la personnalité d'un personnage, à la compréhension de la bonne suite des événements qui constituent une histoire. Tous les mots comptent, et quand je dis tous les mots comptent, c'est même pas une hyperbole, c'est même pas un cliché, c'est tous les mots comptent. Et souvent, il y en a beaucoup trop dans les manuscrits qui me passent sous les yeux. Donc peut-être que Kerouac avait ce don d'écrire juste dès la première tentative. Moi, ce que je sais, c'est que c'est très rare, surtout quand on commence. Et il faut mieux apprendre, je pense. Peut-être que là, j'excède mon rôle et que je prêche pour ma propre méthode d'écriture, mais il faut apprendre à se corriger un moment. Il faut apprendre à être un peu froid et analytique par rapport à sa propre prose, et à savoir si cet adverbe
où ces 5 adverbes dans 5 lignes sont si nécessaires à la bonne compréhension de ma pensée si originale. Et peut-être qu'il vaut mieux supprimer les adverbes et trouver le verbe juste qui remplace une suite de mots balourds et peu concluants. Ou peut-être que ce groupe nominal avec un substantif et trois adjectifs, il y a peut-être le mot juste à trouver. Alors après, je ne vous dis pas que les adverbes et les adjectifs sont à rayer de votre vocabulaire. Il faut apprendre à bien utiliser les adverbes, il faut apprendre à bien utiliser les adjectifs, il faut apprendre à bien utiliser les répétitions d'adverbes et d'adjectifs. Et tout ça, ça vient avec la pratique, ça vient avec une succession de tentatives, d'échecs, de réussites. Et ça prend du temps et c'est normal et il ne faut pas se décourager pour si peu. Voilà. Oui, il a changé les noms, mais en effet, il a raconté sa vie. Mais comme sa vie était intéressante, c'est pas grave. Après, moi, je fais l'inverse. J'essaie que ma vie soit la plus inintéressante possible, pour qu'il m'arrive le moins de choses possible, pour avoir la tranquillité d'esprit et le temps d'écrire des histoires vraiment intéressantes et pour autant personnelles, sans être autobiographiques. Une autre question, peut-être? Oui. Ça va un peu dans le même sens, mais ça va dans la continuité. J'ai écrit de la poésie en amateur, donc là je vois très bien le processus d'écriture de la poésie quand je me concentre sur un poème, la façon dont je travaille. Mais justement, moi, ce qui me pose problème dans le roman, je vois très bien aussi, j'ai des carnets tout le temps avec moi, donc je note des trucs, ça c'est pas le problème, mais c'est le passage dans vos sessions d'écriture, à un moment ou à un autre. Est-ce que vous passez au moment où vous dites, là, je vais quand même écrire pour mon roman? Il y a des moments où moi j'écris tout le temps, mais il faut. J'écris pour mon roman. Bien sûr. Et comment je sais? Est-ce qu'il vient comme ça, de manière incrémentale, et au fur et à mesure, je prends tous les trucs? Ou est-ce que... Parce que moi j'ai une idée de roman, en l'occurrence j'ai une idée de roman, est-ce que ça on peut quand même y arriver? C'est-à-dire se dire à un moment, je me pose et j'écris pour mon roman. En effet, la pratique, j'accumule le plus possible, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, n'est pas incompatible ou contradictoire avec la pratique. Aujourd'hui, j'écris le premier chapitre ou la première scène de mon roman. C'est pas du tout contradictoire. Alors après, peut-être que vous pouvez pas faire les deux en même temps. Vous pouvez peut-être... moi j'ai une, on va dire, tendance toute la journée à réfléchir en fond à des problématiques, à des histoires, à des choses très, très littéraires, que je ne prends pas forcément en note tout, parce que je sais qu'il y a des choses que je vais retenir, parce qu'elles s'agrègent à d'autres choses et ça fait bloc, et c'est comme ça que je le retiens. Il y a des choses que je prends en note par ailleurs. Et après, il y a la vraie séance d'écriture laborieuse, pénible, où on essaye de transformer une intuition, une idée de scène en une scène véritable. Et c'est là où ça devient intéressant et compliqué, c'est comment transformer quelque chose de très abstrait, de très général. Alors là, voilà, il y a une scène de rupture entre un homme et une femme. Depuis le début, on sent que il y a un truc qui cloche, et là, ça casse. Donc ça fait pas une scène parce que ça peut correspondre à toutes les scènes de rupture de la littérature universelle, donc c'est inintéressant en soi. Votre travail d'écrivain, c'est de transformer cette idée abstraite et générale en une chose la plus particulière, la plus concrète, la plus précise possible, qui ne corresponde qu'à votre histoire et qu'à vos personnages. Et donc du coup, il faut trouver, et c'est là où vous pouvez revenir à votre cahier de notes, il faut trouver les petites choses, les choses vues, les choses justes, les observations de votre propre vie intérieure et de la vie extérieure pour construire la scène, construire les personnages, construire leur manière précise d'être des emmerdeurs, des personnalités toxiques, des personnalités jalouses,
des idéalistes romantiques, des timides qui ne savent pas adresser la parole à celles qu'ils aiment. Tout ça, comment je fais? Donc, et c'est là où le tic nerveux du timide que vous avez observé à telle rencontre littéraire un lundi ou un mardi soir, ou le comportement sans gêne du type qui est à votre gauche au comptoir où vous prenez le café tel jour, c'est ça en fait qui ensuite, quand vous êtes confronté à la même situation humaine, va enrichir et accélérer le travail de cette scène en particulier. Et en effet, engranger des données pour engranger des données, ça peut paraître futile et improductif, et ça l'est pour une bonne part, mais pour la petite part d'utile, c'est incomparable en fait, parce que là, vous savez que c'est juste en fait, parce que vous l'avez expérimenté de vous-même en fait. Donc voilà un peu comment les synergies entre la notation passive des choses de la vie et la construction active d'une scène ou d'un chapitre, d'un roman, d'une nouvelle ou tout ce que vous voulez. Voilà. Encore une bonne question. Une troisième peut-être? Allez-y, il n'y a pas de... Oui, alors, oui. Oui, je voulais demander, en fait, vous disiez qu'il est important de se faire lire. Oui. Et je voulais demander, vous disiez par des amis ou sur un blog, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de se faire lire par un écrivain professionnel au bout de quelques pages pour savoir si on a pris la bonne direction? Alors, c'est ce que moi je fais tous les jours avec les personnes qui viennent me voir qui ont une idée de roman, une idée de nouvelle et qui veulent aller au-delà de l'idée et réellement écrire quelque chose de bien. Et en général, je fais un retour rapide et je leur dis les mêmes choses la plupart du temps, c'est qu'il y a trop de clichés, il y a trop d'explications inutiles. Et je repère également aussi souvent les quelques bonnes choses qu'il s'agit de conserver tout en gommant les mauvaises choses. Voilà, mais ça en effet, je trouve, pour avoir vu le résultat sur les personnes avec qui je collabore, très utile. Après, je ne sais pas si tout le monde fait ce que je fais et si c'est possible, par exemple, de travailler avec vous. Ah bah oui, moi j'encourage toute personne de bonne volonté, comme je le disais au début, de venir me trouver, de me faire lire 4-5 pages, ça suffit en général pour, pas bien sûr pour des questions de structure, si vous me faites lire 5 pages d'un manuscrit de 500 pages, bien sûr que je pourrais pas juger de la structure de votre histoire, mais je pourrais vous dire tout ce qui cloche dans votre écriture à proprement parler, et souvent c'est les mêmes choses, mais c'est bien en fait quand je vous dis attention aux clichés, attention aux explications inutiles, rationnellement la plupart des gens comprennent, et moi-même je comprenais la théorie quand je la lisais dans tel essai d'esthétique littéraire. Et dès qu'on écrit, en fait, on a tendance à soit oublier la théorie, soit en fait à ne pas voir qu'on ne la comprenait qu'à moitié ou qu'on ne savait pas l'adapter précisément à ce qu'on écrivait. Et c'est comme ça que j'ai écrit plein de clichés, c'est comme ça que j'ai expliqué plein de choses inutiles dans les premières versions de mon premier roman, et c'est que très tardivement que j'ai compris en fait tout ce que je vous raconte depuis une demi-heure. C'est en relisant les épreuves de mon premier roman, donc le texte mis en page, que je me suis dit que ce roman ne pouvait pas être imprimé en l'état, qu'il était très mauvais. Et c'est enfin là que j'ai compris tout ce que je suis en train de vous raconter, parce que tout d'un coup, le stress de la publication, la confrontation avec la forme définitive de votre histoire vous amène à la voir différemment. Et là, vous vous rendez compte qu'en effet, sur cette scène,
Il y a un paragraphe entier que vous devez supprimer parce qu'il n'apporte strictement rien, parce que le lecteur a déjà compris à la page suivante que la situation entre les deux personnages, c'est pas la peine de lui réexpliquer, d'appuyer pour être sûr qu'il ait compris, parce que le lecteur, figurez-vous, est un être intelligent et sensible. Et oui, il faut respecter cette imagination et lui faire le plus de place possible pour que, en fait, le lecteur fasse la plus grande part du travail. Les bons écrivains sont souvent les écrivains paresseux, parce qu'ils savent que, encore une fois, on écrit le mieux par soustraction, et donc on ne laisse au lecteur que les indices nécessaires à l'imagination des personnages, de la scène qu'il est en train de lire. Et lui, c'est une sorte de Sherlock Holmes qui rassemble les indices pour comprendre le personnage. C'est pas en lui expliquant que ce personnage est... Les clichés, en fait, c'est si on explique trop ce qui est... Alors les clichés, c'est... Alors les clichés sont sans doute sont rédhibitoires d'une part parce que ça signale un mauvais écrivain. Et ça, c'est objectif et c'est pas, il n'y a pas de débat possible sur l'inintérêt littéraire du cliché. Mais sans doute que écrire un texte tout à fait dépourvu de clichés, c'est pas sans doute impossible. Parce que comme la langue n'est faite que de clichés, et un cliché, j'en arrive à la définition du cliché, un cliché, c'est un abus de langage. C'est une image littéraire qui, au moment où le poète ou le romancier qui l'a inventé, à ce moment-là, c'était très original, très intéressant, parce que ça rapprochait, comme toute métaphore ou comparaison digne de ce nom, ça rapprochait deux pans très distants de la réalité pour évoquer quelque chose d'original, pour créer un court-circuit dans l'imagination du lecteur et qui se dise tiens, mais c'est bien sûr, c'est ça et pas autrement. Les 10 personnes qui ont admiré cette figure de style ont propagé l'image et les 100 suivants sont des imitateurs qui ont vulgarisé l'image au point qu'elle ait perdu progressivement sa force et son pouvoir évocateur jusqu'à tel point, 1 ou 2 siècles plus tard, on ne comprenne plus du tout et on ne voit plus rien de l'évocation de départ. Et pour vous dire à quel point le cliché est difficilement évitable, un écrivain aussi doué que Pérec, que je relisais ce week-end, en utilise parfois, très rarement, mais ça arrive. À un moment, il parle d'un personnage qui a un visage en lame de couteau. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est précisément un visage en lame de couteau. Genre, on perçoit encore l'image, la métaphore originelle, mais elle a tellement été utilisée dans tous les mauvais polars, les mauvais romans d'espionnage que je pouvais lire encore adolescent, que forcément le type patibulaire ou le type dangereux avait bizarrement un visage en lame de couteau, qu'à la fin, ça ne veut plus rien dire. En tout cas, même si on devine la raison de ce rapprochement originel, le pouvoir de ce rapprochement est tellement émoussé que ça crée rien, en fait, dans l'imagination du lecteur. Et du coup, si ça ne sert à rien, il faut supprimer. Et c'est pour ça que les clichés sont tellement insupportables pour un lecteur qui sait lire un texte littéraire, c'est qu'il a vraiment l'impression d'être pris pour un abruti. De la même manière que quand on lui explique tel personnage ou telle situation, il a vraiment l'impression d'être pris par un abruti parce qu'il a déjà compris ça. Et le travail du lecteur, c'est d'interpréter les indices laissés par l'auteur. Et si on lui retire son rôle d'interprétation en lui donnant une solution clé en main, une réponse clé en main à toutes ces interrogations, il n'a plus aucun rôle à jouer dans cette co-création qu'est la littérature, et du coup, c'est quelqu'un d'excessivement passif, et c'est là où moi je referme le livre. Alors, si j'en juge par les palmarès des meilleures ventes, tout le monde n'est pas comme moi, parce que
dans les meilleures ventes, il y a beaucoup trop, à mon goût, de mauvais écrivains, mais c'est parce que la plupart des gens ne savent pas lire. Et pour revenir, et je le dis avec toute l'arrogance que cela suppose, et pour revenir à votre question originelle sur se faire lire par quelqu'un, il faut savoir par qui, parce que voilà, encore une fois, si quelqu'un qui n'a jamais lu vous donne son avis sur votre texte, soyez poli et réceptif, vous dites très bien, c'est très intéressant ce que tu me dis, mais mettez ça de côté parce que c'est sans doute peu pertinent. Ce qui vous intéresse, c'est le regard dur, critique, analytique, qui est un vrai regard d'éditeur finalement, enfin un vrai regard d'éditeur digne de ce nom, sur votre travail que vous recherchez. Et ça, je peux vous le dire, je suis assez doué en la matière, et les personnes qui ont supporté de travailler avec moi peuvent vous le confirmer. J'en deviens insupportable à force en commentaire de votre fichier Word, de pointer tous vos clichés, toutes vos explications inutiles, vos maladresses de formulation, vos rythmes peu élégants d'un point de vue euphonie. Voilà, comment trouver une succession intéressante, musicale, de sonorités. Voilà, je suis un emmerdeur et je l'assume, et c'est pour ça que je suis bon dans ce que je fais. Voilà. Et la personne qui vous dit « Ah, c'est passionnant, c'est très bien », ne juge que l'exploit de réussir à écrire 5, 10, 100 pages de pure invention littéraire, mais ne juge pas. Le plus important, c'est la qualité de ces pages-là. Donc après, il faut aussi apprendre à comment dire, survivre à l'impact de la confrontation entre votre prose et votre poésie et un regard extérieur extrêmement critique, mais bienveillant, parce que en plus d'être un emmerdeur, je suis quelqu'un de gentil. Parce que le but, c'est pas de vous écraser et de vous dire à quel point vous êtes nul. Le but, c'est de vous dire, ça, c'est intéressant. Hélas, c'est étouffé par des clichés, par des explications inutiles. Voilà comment l'épanouir et lui donner toute la place que cette chose intéressante mérite. Voilà un peu, d'une manière beaucoup plus positive, mon approche d'un manuscrit. Et il est l'heure. Une dernière question. Il y avait une question par là, je crois. Ah si, ça y est. Oui. Ça me revient, je m'en souviens plus. Ça me revient. Dans cette thème, vous avez évoqué, vous avez dit effectivement, vous avez parlé de romans, mais les nouvelles aussi. Alors que moi je me dis, c'est vrai que quand on aime écrire, peut-être que plutôt qu'aller directement, passer de la routine effectivement d'écriture à l'écriture d'un véritable roman, est-ce que la nouvelle c'est pas plus simple, même si c'est oui, non mais c'est parce que c'est non c'est problématique à part entière, et c'est un format à part entière qu'il s'agit d'apprendre à maîtriser. Mais en effet, au départ, on n'a pas les épaules souvent pour supporter la charge d'une histoire qui se développe sur plusieurs centaines de pages. Et en effet, le travail de la nouvelle, et Anne pourra vous en parler, est une bonne entrée en matière. Et c'est intéressant de se dire, sur 5, 10, 15 pages, j'essaye de voir ce que je peux faire de cette idée un peu farfelue, a priori, cette intuition, ce sentiment qui résonne en moi d'une manière dont je ne saurais pas préciser vraiment son intérêt, mais je sais qu'il y a un truc, et donc voilà, c'est un test en fait. Et potentiellement, cette nouvelle peut être un chapitre d'un roman plus ambitieux, ou une part d'un roman polyphonique, ou la première étape vers un recueil de nouvelles.
Et en tout cas, c'est beaucoup plus réaliste de se dire je vais commencer par écrire une nouvelle que de vouloir se lancer dans une trilogie de science fantasy ou je ne sais pas ce qu'on pourrait me faire lire. Voilà, c'est en effet une bonne idée parce que la nouvelle est très condensée. C'est en général quelques personnages, un nombre très limité de thématiques et un sujet bien délimité. Et ça vous force à ne pas vous disperser, qui est l'un des grands défauts quand on commence et l'un des grands pièges, et je peux parler en expérience, c'est qu'on a tendance à vouloir recracher une ou plusieurs dizaines d'années d'expérience sensible. Et donc du coup on part dans toutes les situations, dans toutes les perspectives, et c'est pas un roman ça. C'est n'importe quoi, mais c'est pas un roman. Et donc la nouvelle, par son espace restreint, vous force à cette discipline, à cette rigueur de la condensation, de supprimer tout ce qui n'est pas en rapport avec votre protagoniste, son conflit, la situation actuelle, etc. etc. Donc en effet, même si j'ai peu écrit de nouvelles, c'est quelque chose que je peux recommander tout à fait pour se lancer, passer de la mise en stock passive et systématique de tout plein de sensations à quelque chose de plus actif, de plus construit, de plus structuré. C'est en effet une bonne approche. Parce qu'en plus, vous parliez des clichés, mais il y a aussi quelque chose, je trouve, qui est assez difficile, c'est les incohérences. Oui. Des fois, en fait, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé des romans qui n'étaient pas bons, et il y avait des incohérences. Et ça, c'est vrai que c'est terrible. Enfin, en tant que lectrice, je me dis, c'est pas possible. Oui, si par exemple votre protagoniste au premier chapitre est présenté comme un dragueur invétéré, et si au 6e chapitre, dans une soirée, il est très timide, Voilà. il y a un problème. Ou alors, et là ça peut devenir intéressant, il devient timide parce que tout d'un coup l'enjeu n'est plus un enjeu de libertinage et de jeu, mais parce que tout d'un coup il est tombé sur quelqu'un pour lequel, pour la première fois de sa vie, il ressent un vrai sentiment. Et c'est là où il faut approfondir le personnage et la situation et ne pas passer comme ça rapidement. Et si on passe rapidement, ça devient une incohérence. En effet, la nouvelle, dans le suivi très, très serré d'un personnage, de quelques personnages, peut vous apprendre à structurer et à travailler la cohérence intérieure des personnages. Une toute dernière question. Vous organisez des ateliers d'écriture, c'est ça? Non, alors j'organise pas d'ateliers au sens strict où je rassemble. J'ai essayé, mais j'étais pas satisfait parce que je trouve que c'est trop limité. Je suis toujours frustré à la fin. Moi, ce que je fais, c'est vraiment du sur-mesure, un accompagnement individuel et personnalisé de personnes qui veulent écrire et bien écrire et veulent publier un livre, 2 livres, 3 livres. Et on part d'un projet, quel que soit le stade. Ça peut être une simple idée, ça peut être un manuscrit déjà entamé, ça peut être quelques pages, et on essaye de le mener ensemble le plus loin possible par un aller-retour perpétuel du manuscrit entre l'écrivain et moi-même, quoi. Voilà un peu ma méthode, mais voilà, atelier, je fais pas. Bon, écoutez, je vous remercie de votre venue, de votre écoute et de vos questions. Et la vidéo sera mise en ligne dans quelques jours sur la chaîne YouTube. J'enverrai un petit email au groupe Meetup pour en informer tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a une petite carte avec mon email. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si tout ce dont j'ai parlé depuis 1 heure vous parle et vous intéresse, ça revient tous les mardis. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.